Chapitre 9a, page 58. Débattre sur la télé-réalité. La télé-réalité existe depuis plus de 10 ans en France. A-t-elle évolué? Nathalie Nadeau-Albertini, sociologue des médias. Oui, notamment du point de vue de la gestion de la critique. Dans un premier temps, au moment de Love Story, M6 et la production ont essayé de contrer les critiques en jouant la carte de la transparence et de l'authenticité. Ça n'a fait que faire enfler la critique. Les concepteurs des émissions ont donc changé de stratégie. Les critiques ont été alors assumées. On les a intégrées directement dans les concepts. Cela s'est fait en 2 temps. Tout d'abord, on a essayé de pondérer la critique revendiquée par un objectif altruiste. Par exemple, la ferme célébrité ou Première Compagnie revendiquait un certain sadisme envers les candidats, mais pour servir une bonne cause, puisque pour chaque participant, chaque semaine passée dans l'émission rapportait à une association caritative une certaine somme d'argent. Ensuite, on a assumé pleinement la critique. Par exemple, Secret Story fait reposer ouvertement son concept sur le mensonge et la manipulation. C'est même la règle du jeu et les candidats sont sanctionnés s'ils l'enfreignent. Depuis, la télé-réalité s'est apaisée. Tout de même, n'est-il pas pernicieux de voir la bêtise s'étaler à longueur d'émission? Ces émissions semblent bêtes surtout lorsqu'on n'en regarde qu'un petit bout décontextualisé. Ces programmes rencontrent un énorme succès. Quels sont les risques d'un tel engouement? Jacques Hainaut, journaliste. La mort dramatique d'un candidat dans une émission de télé-réalité a brutalement rappelé aux adultes et aux enfants une réalité souvent refoulée, car gênante. Les candidats endurent des souffrances physiques et psychologiques. Cette réalité niée peut amener certains enfants à croire que faire mal, harcèlement moral, bagarre, ne fait finalement pas si mal. D'autre part, ces émissions renforcent un travers de l'enseignement français, et ce, à tous les échelons, école, collège, lycée. Le culte de la performance et de l'individualisme. Le comble étant sans doute Koh-Lanta, où les candidats, pour être vainqueurs, doivent trahir leurs coéquipiers. Or, ce culte de la performance individuelle va à l'encontre des qualités recherchées par les entreprises, qui veulent plutôt des salariés capables de changer régulièrement d'équipe et de travailler sur des projets différents. Chapitre 9b, page 60. Faire part de ses pratiques d'écoute radiophonique. Et à 7h13, c'est la séquence Pixel du vendredi. Et aujourd'hui, elle est consacrée aux passionnés de radio. En France, les auditeurs, Marc Voinchen, n'ont jamais été aussi nombreux. 8 Français sur 10 écoutent chaque jour la radio pendant près de 3 heures en moyenne. Pixel ne pouvait pas échapper à ce regard sur l'audible, celui des auditeurs passionnés. Voici donc une version radio du reportage multimédia que vous pouvez retrouver dès maintenant sur franceculture.fr. Isabelle Lassalle. Si la radio séduit autant, c'est d'abord parce qu'elle permet de cumuler les activités. De nombreux auditeurs, par exemple, écoutent la radio en voiture. C'est le cas d'Éric Schultes, grand amateur de radio dans ses déplacements. La radio, c'est merveilleux. C'est instantané, c'est proche. Ça fait appel à la fois à l'émotion comme à la réflexion. La radio, c'est un créateur d'images, un créateur de souvenirs. La radio m'ouvre sur le monde, m'ouvre sur les gens, m'ouvre sur les problèmes, mais pas seulement, m'ouvre sur les émerveillements des gens, m'ouvre sur leur passion. La radio, c'est aussi un média qui attise la curiosité. Comme Éric Schultes, vous avez été très nombreux à raconter votre pratique de la radio sur le compte Twitter de Pixel. Et vous appréciez beaucoup les podcasts, dont le nombre de téléchargements ne cesse d'augmenter, mais reste à relativiser. Pour comparaison, Radio France compte en moyenne 12 millions de téléchargements par mois, quand les antennes du groupe rassemblent 14 millions d'auditeurs par jour. Le direct reste donc le moyen d'écoute le plus utilisé et il est d'ailleurs très apprécié par le documentariste Étienne Noiseau, auteur d'un blog sur la critique de l'art radiophonique. Je reste très sensible à la radio qui se fait en direct, qui est peut-être ce sentiment de découvrir quelque chose qui n'existe pas encore, qui se fait seconde après seconde, et de le découvrir en même temps que des milliers d'auditeurs invisibles, mais pourtant on se trouve tous reliés par la même écoute. Et ça, c'est quelque chose de magique qui n'existe pas dans le podcast. Un autre blogueur passionné, Fanch Langoët, explique sur notre site son goût pour les histoires que la radio raconte. Et voilà, Pixel, vous l'aurez compris, c'est un reportage multimédia à retrouver d'abord sur franceculture.fr.
Chapitre 10b, page 66. Débattre sur les caricatures. Philippe Gueluc, peut-on rire de tout? Pourquoi ce livre? Parce qu'il est urgent de dire que la liberté d'expression, parfois par l'humour, est un des fondements de notre démocratie. Et chez nous, elle a tendance à se restreindre. Je suis arrivé dans le métier d'humoriste quand la liberté était absolue grâce à mes prédécesseurs. Je dis « était ». Aujourd'hui, je tire la sonnette d'alarme. Qui met à mal la liberté d'expression? Il y a un raidissement, à la fois communautaire, religieux et politique. La période de Desproges et Coluche était de grande liberté, conquise après une période de cadenassement. Aujourd'hui, le balancier va de nouveau vers la censure. C'est pire. Quand il y a autocensure, l'ordre ne doit plus être donné. Il devient implicite. Ne craignez-vous pas qu'en poussant le bouchon, on vous accuse d'irrespect, d'insulte ou d'appel à la haine? Appel à la haine, je réfute totalement. Foutage de gueule, oui. Manque de respect, évidemment. Ce n'est pas parce qu'on traite un sujet à travers l'humour qu'on devient méprisant ou insultant. Certains rires peuvent être dégradants si on se moque au détriment d'eux. Mais je suis persuadé que le rire peut être utilisé pour réfléchir sur des sujets graves de façon détendue, sans front plissé et moue boudeuse. On ne peut pas niveler par le bas la pensée sous prétexte qu'on doit plaire à tout le monde. À force de ne pas oser un mot plus haut que l'autre pour être sûr de ne choquer aucun groupe ou communauté, on ne dit plus rien. Tommy Buis, en écho au nouveau pamphlet de Philippe Gueluc, peut-on rire de tout? Oui, dans l'absolu. Cela fait partie de la liberté d'expression, encadrée par des lois qui font en sorte que cela ne vire au racisme et à la haine. Or, actuellement, il y a un développement dans deux sens différents. À la fois, l'espace d'expression est de plus en plus étriqué, on vous attend au tournant à chaque fois que vous dites quelque chose, et à la fois, il y a un autre penchant qui prend le pari de tout dire, au nom du droit à la liberté d'expression. Le véritable danger, c'est que certains se disent défenseurs de cette liberté d'expression alors qu'ils en sont les pourfendeurs.